O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal du hockey du samedi 19 avril. Encore une fois, on espère tous que vous avez pu passer une bonne soirée. Si vous avez regardé l'équipe de Suisse de hockey, bon déjà il fallait bien chercher les images parce que au niveau roman, euh, c'était pas évident. Certains se sont sans doute braqués sur la RSF et puis SRF. Et puis sur la RTSI pour voir le match en entier et en télévision. Ça n'a pas été le cas des Romans malheureusement qui ont été privés de cette équipe nationale. Visiblement, ça ne suffit pas pour d'être vice-champion du monde pour pouvoir attiser encore un petit peu l'intérêt de notre RTS national. Je ne sais pas si vous partagez la même opinion que moi, messieurs. Laurent Perroton, Laurent Antonioli, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je tenais à faire ce petit laïus de début pour donner mon sentiment. C'est quand même dommage que l'on ne traite pas un peu mieux l'équipe de Suisse de hockey sur glace, n'est-ce pas, Laurent Antonioli? Bah oui, forcément, je trouve dommage, surtout que c'est souvent cette même chaîne qui se plaint de perdre parfois des droits, qui dit que le hockey n'est pas regardé. Donc il faut aussi permettre d'avoir un véritable rendez-vous avec ce sport-là. Ils ont les droits pour l'équipe nationale. Je trouve ça dommage de ne pas les montrer. En même temps, c'est vrai que hier soir, on n'avait pas vu, on n'a pas encore vu les 100 dalmatiens. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus à la télé. Bon, j'entends Laurent Perroton qui rigole. On va pas vous demander de prendre position là-dessus parce qu'on sait que vous avez quand même, que vous êtes aussi Non, mais moi, un produit SSRien ou futur produit SSRien peut-être. On veut pas vous mettre dans non, dans mais la difficulté. alors moi, j'avais mis la chaîne justement pour regarder, et puis du coup, c'est mon fils qui était content parce qu'il avait vu les 101 Dalmatiens. donc voilà, donc du coup, tout le monde était content à la maison. Mais finalement, non, moi, j'ai regardé sur la Suisse allemande. Et puis ça me fait apprendre un peu le suisse allemand. Et puis voilà, mais la qualité des images, mon Dieu, mon Dieu. C'était Ça, pas c'est à simple. cause de la France. Oui, oui, exactement. Non, bien sûr, bien sûr. Mais on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de filmer du hockey, quoi. Donc c'était des fois, je pense que on savait où était le puck et le caméraman, par contre, il était en train de le chercher, il n'était pas dans la bonne zone. Donc du coup, c'était assez compliqué. Et pour les commentateurs, ça devait être pas triste. Après, il y a eu deux trois événements assez surprenants, mais on y reviendra. Ouais. Alors bon, l'équipe de Suisse qui gagne 4-3, mais qui visiblement a une peine folle, encore une fois, à marquer des buts. C'est ça le problème. C'est ça. Ça C'est ça. restera notre problème endémique. Alors, Quentin Papillon a fait un match exceptionnel. Alors, ce Quentin Papillon, c'est, vous savez, il y a les frères J'adore Knobulaire. son style. Ouais, exactement. Il y a les frères Knobulaire qui organisent chaque année un camp surf hockey à Anglet. Et puis il leur manquait un gardien. Et puis je leur ai fait venir ce gardien-là il y a 2 ans. Ils m'ont dit ouais, bon, il y a les joueurs de Liga, gardien français. À la fin du camp, ils m'ont dit mais c'est qui cet extraterrestre là? Et franchement, il est vraiment très très bon. C'est un peu un Pache, si vous voulez, dans le style. Il est pas très grand, mais il est très vif, il dit très bien le jeu. Puis hier, il a vraiment retardé l'échéance. Et à un moment donné, sur le match, ce qui s'est passé, c'est que il y a le 2-2, et là on va y venir, où il y a Marchand, on peut supposer qu'il est dans la zone, qui dévie le puck. Donc il y a vidéo, donc coach challenge de la France. Et, et là, surprise, les 2 arbitres qui sont sur la glace avec un iPad mini en train de regarder la vidéo. Et là, donc je me dis bon ben là ça va être compliqué. Donc ça a pris un certain temps, mais surtout ils savaient pas l'utiliser. Donc du coup il y a un technicien qui a dû venir pour leur montrer comment on utilisait un iPad. Donc on a vu quelques images furtiles du banc suisse. Je pense qu'ils devaient un peu halluciner. Et finalement, après cet événement-là, bah, ils prennent le 3 et 4-2, ça a enchaîné. Et puis après, à la fin, la France sort le gardien et puis amène le 4-3. Mais franchement, j'ai écouté l'interview de Yorick Trey, j'ai beaucoup aimé son expression. Il a dit, bon, il y avait vraiment une différence de rythme et de qualité entre les 2 équipes par rapport à la préparation. Hein. C'était leur première semaine et puis ils ont déjà joué 2 matchs du côté de l'équipe de Suisse. Et ce soir, qu'est-ce qu'il va falloir faire ce soir? Bah, va falloir qu'on passe notre cerveau de 3G à 5G. Et c'était un peu ça, c'est qu'ils étaient surtout sur la première période beaucoup tout le temps en retard dans les prises de décision, notamment avec le puck et sans le puck tactiquement. Et du coup, c'est là où l'équipe de Suisse aurait dû vraiment faire la différence. Et finalement, on avait parlé de ça dans le premier bloc hier. Qui met le premier goal?
Mathias Bachelet. Et ce qui me fait toujours halluciner, et ça, Laurent va s'exprimer là-dessus, mais je connais très bien le père. Le fils, il patine la même chose. Le même, vraiment le même patinage. C'est incroyable. Moi, à chaque fois que je vois ce genre de choses, je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi. C'est vraiment génétique. La même position, il va aussi vite, etc. Donc, c'était très intéressant. Ça me rappelait le papa contre qui je jouais. Donc, ça m'a fait assez sourire. Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le facteur, quoi. Non, non, ça c'est sûr. Ça c'est bon, c'est une bonne réponse aussi. Donc voilà. Donc la maman est fidèle. Ok. Alors Bon, Laurent Antonelli, c'est vrai que ce manque de percussion offensive, même avec l'équipe de Suisse A, sans les joueurs NHL, c'est quand même préoccupant. Oui, bah, je crois qu'on on ne découvre pas ça aujourd'hui, que offensivement, les joueurs suisses, entre guillemets, de deuxième zone, parce qu'il faut dire la vérité, c'est la moitié ou les trois quarts de cette équipe ne sera pas au championnat du monde. Mais j'ai regardé, par exemple, si on parle d'offensive, actuellement, les trois meilleurs buteurs des playoffs chez nous, ce sont trois joueurs suisses. Donc, on peut aussi être un petit peu optimiste, éventuellement, par rapport à la sélection qui va vraiment jouer le championnat du monde. Moi, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce que dit Laurent, c'est le rythme. C'est que nous, on a déjà trois matchs. Enfin, c'était le troisième match après les deux matchs contre la Slovaquie. Les Français n'étaient pas dans le bon rythme, on va dire, d'un match international. Et on n'arrive pas forcément à faire une grande différence. On gagne que 4-3 péniblement. Donc, moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Après, la seule bonne nouvelle que je trouve sympa, c'est que sur les quatre buts, bah, il y a deux buts marqués par des Romans avec Baragano et Simic. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour nous. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est une question de rythme et de pouvoir faire la différence face à une équipe qui, justement, n'en a pas du tout par rapport à nous. moi je rajouterais moi ce qui m'inquiète vraiment sur la sélection, et là je parle pour les championnats du monde, bah, c'est qu'on a des joueurs importants. Bon, les NHLers, on le sait, mais les joueurs suisses, là la ligne qui marche super bien, Simeon, Herzog, Santeller. Simeon, Herzog, c'est out. Ensuite, on n'a pas Corvi qui a pu être important sur des championnats du monde sur les face-off. On n'a pas Turkov. Du coup, moi, ça m'étonnerait pas qu'on voit Berchi dans la sélection parce qu'il est polyvalent, il est centre malgré qu'il ne mérite pas. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète vraiment, c'est les joueurs NHLers qui font vraiment la différence ne seront pas là, et les joueurs suisses qui sont importants dans un championnat du monde, notamment des Herzog, des Simeon, des joueurs taillés pour le niveau international, Turkov, ne seront pas là. Donc c'est là-dessus où, à un moment donné, plus le match avançait, la France a commencé à avoir un peu plus de rythme et un peu plus de physique, et par moment, j'ai senti la Suisse en difficulté physiquement contre la France avec des très très jeunes joueurs. Hein. Je vous rappelle qu'il manque à peu près 3 blocs dans cette équipe. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Là, je pense que ça va. Pour aller en quart, il va falloir qu'il y ait une très bonne cohésion et que les Zurichois, par exemple, parce que si on prend les quatre Zurichois, Marty, Koukan, Andrighetto, Malguin, ils sont indispensables. Ils sont vraiment indispensables. Je te parle sur le premier bloc, par exemple, sur Marty pour le jeu défensif, Koukan pour l'offensive. Puis les deux, ça sera notre premier trio s'il n'y a pas les NHLR. Donc voilà, il y a j'espère que ça va le faire, mais après avoir été vice-champion du monde, si tu n'arrives pas à aller en quart, ça pourrait vraiment être un problème. Bon, après, au niveau des Lausannois, je pense que Ria mériterait aussi d'y aller, vu les playoffs qu'il est en train de faire, par exemple, ou éventuellement aussi un gars comme Théo Rochette. Après, on oublie qu'on a un tout jeune joueur qui a vraiment pas beaucoup d'expérience, qui peut jouer soit à l'aile, soit au centre, qui s'appelle André Sambul. Donc, on ne sait jamais, quoi. Hein. Tout peut arriver aussi dans la sélection finale. C'est ça le problème, c'est qu'on sait très bien que cette sélection-là et ces matchs amicaux-là leur servent surtout à de l'expérience pour ces jeunes joueurs que véritablement pour préparer le chemin du monde. Ouais, et après tu rajoutes Gloser et Frick en défense Frick qui est toujours un peu à la limite, mais avec les NHLR absents, il a peut-être une chance d'y aller. Puis Gloser, bah il était sur le premier bloc avec Yossi, donc je pense que lui il va y aller. Mais voilà, le problème de ces deux équipes, c'est dans quel état ils vont arriver, quoi. Si la série dure, c'est toujours pareil. C'est tes joueurs cadres en fait. Comme il n'y a pas les NHLR, les deux équipes en finale, bah finalement c'est tes joueurs cadres. Et si la série dure, dans quel état ils vont arriver physiquement? Donc c'est pour ça que moi j'ai regardé la poule. Le début est très difficile et tu finis les matchs faciles à la fin.
Mais les matchs faciles à la fin, c'est jamais bon parce que à la fin, c'est là où les petites équipes gardent leurs énergies parce que ils ont besoin de faire des points pour essayer de pas jouer le tour de relégation. Et finalement, si toi tu es un peu fatigué parce que tu as essayé de à chaque fois gagner tes matchs pour être bien classé et puis que tu les gagnes pas, que tu te retrouves à la fin contre les petites équipes et que tu n'arrives pas à marquer des goals, ça peut être un problème. Donc voilà, j'attends avec impatience cette sélection et de voir comment il va manager tout ça. Alors on verra ce soir, il y a le match revanche entre la France et la Suisse, toujours à Marseille, sur le coup de 20 heures, avec une patinoire quasiment pleine de nouveau. Il y avait 5420 spectateurs quand même hier soir à Marseille. C'est bien. Bravo, ouais, c'est bien. Il y aura sans doute un grand changement Philippe, dans vous avez l'équipe. bien aimé la célébration des Français sur un but, je crois, vous nous aviez dit. Ouais, c'est vrai que sur l'erreur entre Marchon et Weber. Et Weber, le gardien suisse, c'est vrai que les Français n'ont pas très bien compris ce qui s'était passé. Et puis j'ai trouvé l'atmosphère bizarre, on va dire ça comme ça, dans la patinoire. Comme vous le disiez, ils connaissent pas trop le hockey, quoi. Non, mais ils savent pas qu'on peut marquer du bacon. C'est pour ça. Non, mais ils ont été surpris de voir non, ils ont été surpris de voir cette action. Et puis du coup, Carrie l'a très bien mis du bacon et ça, les gens étaient surpris. Il y a un temps de réaction pour applaudir. En fait. Ouais. Enfin bref, franchement, on n'a pas à fanfaronner parce que 4-3, c'est quand même pas génial par rapport à ce qui était en présence. Donc le match de ce soir sera très intéressant. Allez-y. Et à la période, ils ont remis le match du championnat du monde France-Suisse à Paris et la différence de niveau et de qualité. Alors évidemment, il y avait les Da Costa, il y avait les joueurs stars du côté de la Suisse, mais en fait la superposition et pourtant il y a un moment, c'était marrant de revoir les visages de Diaz tout jeune, qui était capitaine, de revoir ces gars-là. Mais moi j'ai bien aimé j'aime bien revoir ces anciens matchs comme ça à la pause. Je trouve ça assez cool. Mais en superposition du match de préparation et de la qualité de ce match-là, c'était un peu choquant. Ouais. Ouais. Mais j'ai lu que la glace n'était pas très bonne non plus. Non, catastrophique. Mais c'est surtout que pour des raisons de planning, à chaque fois, même quand c'est pas sec, il faut commencer. Donc, du coup, au début de la deuxième période, ça collait. Et puis souvent derrière la cage, t'arrivais pas à avancer avec le puck. Et puis surtout, souvent dans les villes très chaudes comme ça, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur fait que la glace est toute molle. Et ça, en Suisse, on a des très bonnes glaces et les Suisses ont eu quand même souvent des pucks qui sautaient. C'est des choses où il faut t'habituer. Là, je pense que ce soir, ils vont être un peu mieux parce que tu t'habitues aussi à l'environnement et puis à la glace. Dernière remarque concernant cette équipe de Suisse, vraisemblablement, ce sera Charlin devant les filets, puisque c'est Ludovic Weber qui a joué hier. Pas de trace de Giannoni qui devait faire toute la préparation et qui, pour finir, en même temps qu'Attilio Biasca d'ailleurs, qui est blessé, est rentré en Suisse. Sauf que Biasca, lui, ne reviendra pas en équipe nationale, tandis que Leonardo Giannoni, lui, va revenir pour la suite et pour essayer d'obtenir une sélection. Quand on dit essayer avec Giannoni, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de gardiens suisses qui sont aptes à défendre les filets dans le concert international que finalement on se dit que Charlin ce soir va peut-être aussi jouer une grande part de sa crédibilité pour la suite de la présélection et de la sélection. Ouais, alors en interne, je sais qu'il est vraiment apprécié par le coaching staff, donc je crois que avec la saison qu'il vient de faire, il va être dans les trois. Maintenant, je vous rejoins sur une chose, il va jouer sa sélection, mais à quel poste? C'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est là-dessus où on va un peu le jauger. Après, c'est très difficile pour les gardiens. Et Weber, on l'a vu hier, de jouer contre des nations où tu as très peu de shoot, t'es pas mis en valeur. Là, je pense que ils vont faire leurs décisions contre les plus grosses nations sur la suite de la préparation. Mais franchement, Charlin, moi, je le vois vraiment au championnat du monde. Oui. Bon, on verra ça donc ce soir 20h, match revanche entre la France et la Suisse. Puisqu'on parle de sélection nationale, un petit coup de chapeau. D'abord, là ça paraît plus normal à l'équipe de Suisse des moins de 20 ans qui a battu hier la Slovaquie en Finlande sur le score de 5-3. Et puis alors un grand coup de chapeau à l'équipe de Suisse des U17 qui a battu la Finlande 6-4. Dans mes archives, je n'ai pas retrouvé de victoire suisse contre les Finlandais dans cette catégorie de jeu depuis 2017. C'est vous dire que c'est une bonne performance.
Très Maintenant, bonne performance. on peut se dire qu'effectivement, avec les U17, il y a des problèmes générationnels qui font que parfois la Finlande peut avoir un creux, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure en antenne. Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve toujours très bien, c'est que ce sont des nations qu'on bat rarement en junior. Donc déjà, que ça soit même peut-être une génération un peu moins bonne du côté de la Finlande, déjà quand même de réussir à battre une équipe comme la Finlande, même si c'est de la préparation, je trouve qu'il faut, voilà, il faut le souligner en tout cas. Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont en U17 maintenant seront des futurs champions du monde? J'en sais rien non plus. On le sait qu'on a eu ça dans le football, où on a été champion du monde en junior, mais qu'on a eu beaucoup de jeunes ensuite qui ont fini avec l'équipe A. Donc on peut espérer en tout cas que cette génération-là de M17 suisse aille le plus haut possible, puis rejoignons un jour l'équipe A, tout simplement. Absolument. Alors, juste pour compléter, dans les pays nordiques, ils ont tellement un gros bassin que c'est des fois, il y a plusieurs sélections et qu'ils envoient à différents tournois ou différents matchs de préparation. Donc, et ils parlent, c'est pas en année, c'est selon les semestres. Ils travaillent aussi de cette manière-là. Donc, du coup, c'est très difficile à juger, mais en tout cas, ça donne beaucoup de confiance parce que ça reste l'équipe nationale finlandaise et puis tu as gagné. Donc, du coup, c'est très bien d'arriver à gagner contre ces grosses nations parce que ça te donne mentalement un peu de confiance sur le concert international. Ouais. Puis ils vont jouer contre les Tchèques juste derrière, cette même génération de M17. Donc on verra tout de suite si c'était juste, entre guillemets, un coup de chance ou si c'est vraiment intéressant et prometteur. En tout cas, coup de chapeau à Nolan Rohrbach, auteur de 4 points, 1 but et 3 assists. Bien, messieurs, on va maintenant s'intéresser au match enfin, au deuxième match de la soirée, même si là, je pense qu'en matière de télévision, le choix sera quand même assez vite fait. Lausanne qui reçoit les ZSC Lions pour la manche numéro 3 de la finale des playoffs. On a bien analysé la chose hier en compagnie de Laurent Antonioli, en compagnie de Laurent Perroton, en compagnie de Christian Dubé. On va encore revenir assez brièvement sur les données de cette rencontre. Même si tout n'est jamais rien joué au hockey sur glace, la première chose que l'on peut dire quand même, c'est que la défaite est quasi interdite pour Lausanne parce que c'est difficile d'imaginer quand même 4 victoires lausannoises consécutives, Laurent Antonioli. Donc, il faut gagner ce soir. Oui, absolument. Et surtout, il faut tout faire pour que Zurich n'aille pas, en tout cas, à avoir tout de suite 3 pucks de titre, hein, tout simplement. Et aussi, on va jouer devant notre public du côté de Lausanne. On doit utiliser la foule, on doit utiliser l'énergie du public pour gagner à domicile. Puis l'autre point que j'ai envie de donner, c'est aussi un peu d'orgueil, d'ego de la part des joueurs lausannois qui n'ont pas envie de prendre un 4-0 dans une finale, tout simplement. Laurent Perroton? Oui, moi je rajouterais que le premier goal va être déterminant. Après le line-up, on l'a beaucoup dit, mais on va voir s'il y a des joueurs qui reviennent en santé. Et du côté de Lausanne, ce que je sais, c'est que Raffle, c'est vraiment apparemment fini. C'est les échos que j'ai eu de 2 personnes. Et puis que Elner, c'est au jour le jour. Ensuite, du côté de Zurich, si l'Amico rentre, qui sait qu'on va sortir. Après, au niveau des étrangers, si pas Yuniemi est en santé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on sort Kaoun, puis on met un ailier qui est la polyvalence de certains joueurs suisses au centre, et puis on met de la puissance et de la vitesse avec Payuniemi et Perlini, je sais pas. On va voir, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il va chercher, surtout avec les joueurs en santé, il va chercher à avoir une cohérence dans les lignes pour contrer les lignes adverses. Donc ça va être intéressant, et surtout ce qu'on a dit hier, et on va le redire aujourd'hui, c'est que dès qu'il va y avoir des situations où il y a un momentum, un engagement important, etc., il va falloir surutiliser certains joueurs pour vraiment, surtout sur la première période, vraiment mener au score. Ce qui est vraiment important sur ce match-là, il faut vraiment qu'il mène au score, parce que si tu t'en prends un, puis d'un coup tu te fais contrer, tu en prends un deuxième, c'est très compliqué. Puis souvent, malgré tout, ça a été un peu la patinoire, et tout ce qui est positif devient pas négatif, mais c'est un peu éteint, et puis le jeu se déroule comme le match 1, et finalement il y a moins d'ambiance. Il est clair que Zurich va s'attendre à avoir des Lausannois qui vont essayer, si vous passez l'expression, de leur voler dans les plumes. En fait, pour Zurich,
Ce qu'il faudra attendre dès le début du match, c'est, comme d'habitude, discipline, essayer d'écarter les Lausannois sur les côtés, essayer finalement d'offrir peu de possibilités de puck devant la cage de Simon Roubec. Donc, on va avoir d'un côté une équipe qui va jouer de façon très offensive, et puis de l'autre côté, on va attendre uniquement un Zurich qui sera plutôt sur contre-attaque aujourd'hui. Bah moi je répondrais à ça en disant que pas forcément parce que Ward, moi j'ai bien analysé ce qu'il a dit. Il était assez remonté sur les erreurs individuelles, notamment sur le plan tactique, donc collectif. Donc dans le management du puck, c'est bien d'être offensif, mais il y a des moments dans la zone. Je vous rappelle que le goal de Frick, si Henry il fait bien son travail, il y a les Semela et sur un delay avec Ria qui sont en haut, les défenseurs qui sont descendus. Et si Henry il coupe la ligne de passe, là tu te retrouves avec Semela et Ria en défense. Donc c'est bien d'être offensif, mais attention à ça. Et maintenant, moi ma question c'est, t'es coach de Zurich, le match il a été tactiquement et certaines erreurs. Comme d'habitude, hein, ils ont surjoué et puis là, il peut corriger. Alors, comment ils vont réagir les stars de Zurich? Bah, on va continuer comme ça et le coach, on a quand même gagné, voilà. Ou on va vraiment essayer d'être un peu plus structuré comme le match 1, d'être très concentré et puis d'être très discipliné. Ça, c'est la question. Et cette question-là, ça va déterminer le résultat. C'est malheureux ce que je dis, mais le Zurich. Non, le Zurich un peu pas concentré, le Zurich concentré, ça change beaucoup le résultat et la qualité de Lausanne en fait finalement. Et c'est ce qui a permis aussi à Lausanne. Lausanne a joué très dur, a joué un match plus sérieux, etc. Mais sur les deux goals, je le rappelle, c'est deux fois où les stars font des choses que tu peux pas faire en zone défensive et surtout au niveau international. Donc et sur une finale. Donc voilà, moi c'est là-dessus où j'attends de voir un peu comment Bayer a fait le job. Laurent Tonelli, encore une précision à apporter, selon vous? Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure sur l'effectif et les absences. Laurent, on a parlé un petit peu hier, mais assez rapidement, c'est Holdener. L'année passée, il était sur la 4e ligne et était en box-play. Et là, il est absent depuis un petit moment. Et je pense que c'est aussi une cartouche de moins pour Jeff Ward. Ah oui. Justement, certaines séquences de jeu importantes. Ça permettrait de pouvoir l'utiliser face à, peut-être justement, face à Malguin et Andrighetto, peut-être, et surtout sur le box-play, même s'il a été très bon à Zurich, le box-play lausannois. Donc ça, c'est une absence importante. Ça veut dire que les 3 joueurs que vous utilisiez sur la 4e ligne l'an passé n'est plus là à Lausanne pour des questions aussi budgétaires, hein, il faut dire la vérité. Donc ça, c'est un élément que je trouve qui est important à dire. C'est un joueur on parle pas beaucoup, Holdener. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi il avait signé à Lausanne pendant quelques temps, mais au final, avec Jeff Ward, il a pris quand même son importance dans le travail qu'il fait en guillemets un peu de l'ombre pour cette 4e ligne, et donc il est aussi absent, et vous devez mettre un Ruckseger qui a joué la majeure partie du temps quand même en Swiss League, il faut pas non plus l'oublier. Et ensuite, concernant le match de ce soir, oui, vous avez dit, Philippe, je pense que Lausanne va tout faire pour tout de suite mettre la pression, tout de suite aller chercher justement ce public par un but. Maintenant, il va falloir trouver l'équilibre entre attaquer et faire attention, bien sûr, au talent qu'il y a en face. Et juste revenir sur Holdener, bon bah il est out avec la cheville, mais moi j'ai beaucoup entendu le fait qu'on a réduit la voilure et le budget, mais finalement lorsque tu discutes avec les directeurs sportifs et puis les budgets, tu te rends compte qu'on est un peu similaire. Et moi j'ai vraiment un problème avec ça. Je comprends pas pourquoi on n'a pas signé Almon une saison. Ça c'est vraiment un truc que je n'ai pas compris. On veut faire venir des jeunes, mais Almon il est tellement important. Et Holdener, en discutant avec les joueurs de Zurich, non seulement il a été très bon et le match 6 il le gagne, Kenin, Holdener, Almon l'année dernière, tu te rappelles Laurent, mais surtout les joueurs de Zurich me disaient, il nous agace. Il nous agace. C'est un agitateur sans l'être, sans le physique, mais en fait, il est toujours là à finir ses checks, à faire du trash talking et tout. Et il nous sortait par moments des matchs et il était très important. Et pour parler de Ruckseger, les derniers échos, suite à son check où il a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il se prend la bande sur horaire et puis il sort un peu la jambe. Après, apparemment, il aurait le nez cassé. Donc, okay. Est-ce qu'il va être aligné ce soir? Je sais pas. C'est pour ça que je voulais quand même qu'on parle aussi de l'absence de Holdener.
Ouais, non, mais il est, et en box-play, ils étaient incroyables. Et franchement, et ce gars-là, on était tous à dire, ouais, c'est bizarre, etc. Il est souvent avec Ria, etc. Mais n'empêche que, comme il a progressé, et ça, c'est au crédit de Ward, un peu comme Aurélien Marty, il a réussi à faire un travail exceptionnel avec ces joueurs-là, et des joueurs de rôle. Et là, je veux juste dire une petite aparté. Dans la formation, on est un petit peu, et ça, moi, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que en U17, on devrait commencer. Je suis désolé, je veux dire, le mec qui est très fort physiquement, mais qui a vraiment pas des gros skills et puis une grande vista, si tu le formes et que tu le développes, et on en manque en Suisse, et des joueurs comme Boson sont recherchés de partout parce que qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire, jouer un peu dur, des vrais forts mentalement. Bah ça, on devrait peut-être profiler un peu plus les joueurs jeunes et puis essayer de les développer dans leurs caractéristiques. Une dernière remarque. Pardon Philippe, Oui. On parle justement des absences et des éventuels retours. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est que si tout d'un coup l'Amico n'est plus malade, comment il va réorganiser son équipe, parce que c'est un joueur de centre, et ça va être intéressant. Moi, je pense qu'il va laisser forcément Malguin et Grant comme premier et deuxième centre. Je pense qu'il va arriver avec l'Amico comme troisième. Du coup, forcément, il faudra sortir un étranger. Hier, Laurent, lui, disait qu'il ne sortirait pas Killounen, mais plutôt Freuden. Mais j'ai regardé souvent, c'était plutôt Balcers qui sortait de l'effectif quand il y avait l'entier des étrangers à disposition. Ça veut dire que si on enlève Balcers, il faut mettre quelqu'un avec Malguin et Andrighetto. Et on a vu que la fin de match, lors du dernier match, c'était Rohrer qui jouait avec Malguin et Andrighetto, par exemple. Exact. Alors moi, voilà, par rapport à cette équipe que je suis beaucoup, je te répondrai que j'adore Grant avec Rohrer et Riedi. Pour moi, c'est là. Et pourquoi? Parce que Grant, quand il est dans des moments dans le down, Rohrer, il prend le centre, il fait les engagements et ça le permet aussi d'avoir un peu plus de liberté. Après, Balcers, je trouve, c'est le joueur le plus subtil pour jouer avec les deux. Donc je le laisserai. Moi j'enlèverais Freuden parce que l'Amico tu le descends, et le fait qu'il y ait Troutman opéré, bah ça te fait une troisième paire de défense Kinnunen, Lettonen, et surtout parce qu'on joue à l'extérieur. Voilà, ça c'est mon sentiment de coach, hein, moi je le verrai comme ça. Mais moi j'adore, l'une des lignes que j'ai le plus adoré l'année dernière, c'est Grant, Rohrer et Riedi. Voilà. Donc on fait un petit pari. Toi tu dis qu'il sort Freuden, moi je dis qu'il sort Balcers. Ah non, mais je fais pas un pari. Je te dis, non, je fais pas un pari. Je te dis simplement que moi, le fait de jouer à Lausanne sur un match 3 où tu dois être très solide, et si tu l'emportes, tu as de grandes chances de gagner la série. Dans l'amalgame et l'intelligence offensive défensive, je ferai ce line-up là. Après, le coach, il connaît mieux les joueurs que nous, et puis il les a tous les jours à l'entraînement. Et puis Freuden, il marque le goal vainqueur, mais franchement, il méritait vraiment d'être au bout du banc, hein, parce qu'il a été, c'était l'un des plus mauvais joueurs sur la glace. Pour moi, il y a un autre chiffre qui est très important, c'est que Freuden, sur le dernier match, c'est 6 minutes 54 de powerplay. Balcers, c'est 1-14. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de Freuden sur son jeu de puissance. Donc, pour moi, Freuden devrait plutôt rester. Et comme je l'ai dit, ce serait plutôt Balcers qui devrait sortir de la ligne. Et qui c'est que tu mets avec, donc tu montes Freuden avec les deux? Freuden, avec Malguin et Andrighetto? Ouais, tu le mets à la place de Balcers. Non, moi je pense qu'il fait ce qu'il a fait en fin de match à Zurich. Avec Rohrer. Il met Rohrer, Malguin et Andrighetto, je pense. Bon, mais messieurs, là je vous arrête. J'ai bien entendu vos spéculations. Si par hasard vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est moi qui vous sors. Hein, on est bien d'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais non, mais si l'Amico est encore malade, ça change tout. Hein. Ouais, ça se trouve. Moi, je vais vous dire une dernière chose qui va régler le problème, c'est que l'Amico, il est le premier match, il a annoncé malade, il était à Lausanne. Donc quand t'es malade, tu viens pas à Lausanne. Donc à mon avis, il est blessé. Donc déjà, ça va régler le problème, et puis on va avoir le même line-up finalement. Une toute dernière remarque, parce que Laurent Perroton, je sais que vous lisez beaucoup et que vous écoutez beaucoup les commentaires des joueurs et puis des entraîneurs, et il y a une attitude qui a changé dans cette finale. C'est Geoff Ward qui ne pipait pas un mot pendant la série contre Fribourg et qui commence à dialoguer avec les journalistes pendant cette finale. C'est un changement étonnant, ça, non? Ouais, c'est un changement étonnant, mais pas forcément, parce que là, il était remonté. Hein, j'ai parlé un peu avec les journalistes présents. Il était remonté à juste titre. Hein. Je veux dire, je l'ai regardé encore le goal vainqueur de Zurich. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, tu fais tous ces efforts, et il est obligé de parler en quelque sorte. Non, mais oui, mais franchement, et puis, t'es si proche.
je le redis, mais tu vas chercher ce match-là. Ils n'ont pas perdu depuis 2 ans. Ils jouent sur un patin par moment, etc. Tu viens à la maison avec le public 1-1, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc évidemment, le match de ce soir peut renverser la tendance, mais c'était important de la gagner là-bas et de récupérer l'avantage de la glace. Parce qu'en fait, moi, je vais au-delà de ce goal. Tous les efforts que tu as fait durant la saison pour avoir l'avantage de la glace, c'est anéanti par cette situation. Parce que tu l'as perdu au premier match, tu peux la récupérer là et tu fais ça. Et ça, je comprends que le coach, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que lui, de 7 heures du matin jusqu'au soir, il est au bureau, il travaille depuis 250 jours. Et puis là, voilà. Donc tu peux arriver à dire des choses comme ça. Et il a pas nommé les gens. Il a simplement dit que on peut pas faire des erreurs comme ça pour gagner un titre. Et c'est vraiment juste ce qu'il a dit. Bon, messieurs, on va en rester là pour ce matin. On va conclure avec mon petit clin d'œil hockey féminin parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a les demi-finales du championnat du monde qui se disputent, hein, États-Unis, République tchèque. Alors, Elle joue contre qui? Elle joue alors, contre qui, la Suisse? eh ben, contre la Suède, parce qu'on oublie qu'il y a un match pour la 5e et 6e place, Oh non, Laurent. oh non, oh non, Vous pensiez me coincer, ben voilà, je vous prends en flagrant délit. Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc, demi-finale entre États-Unis et République tchèque à 15h, entre le Canada et la Finlande à 19h, et puis donc à 11h à Qui va être en débuter. finale, Philippe? On se pose la question. Oh Ouais, là on là. se pose la question. Oh, quel suspense. On sait jamais. Un miracle des Tchèques devant leur public, mais on n'y croit pas trop parce qu'elles ont quand même été largement distancées lors des rencontres précédentes face aux très grosses nations. Philippe, Ce j'ai que une je question voulais... pour vous, Philippe. Pardon? J'ai une question pour vous. Ah oui, Est-ce que allez-y. vous avez l'impression que Non. le gap se réduit entre, on va dire, tout le reste et Canada et États-Unis? Moi, j'ai pas cette impression-là. Je Ben, trouve moi, que j'ai l'impression que d'année en oui. année. Ah, bah alors allez-y, ça m'intéresse. À avoir évolué simplement l'équipe de Suisse, on sent malheureusement le hockey féminin s'est masculinisé de plus en plus. On sent qu'il y a quand même une meilleure gestion au niveau tactique, il y a une meilleure prestation au niveau physique Plus de et puissance, ouais. plus de puissance effectivement. Et je pense que là, à un certain moment, si on part du principe que les Canadiennes ou les Américaines ont atteint presque un plafond à ce niveau-là pour le moment en tout cas, on ne peut que voir progresser les autres nations à ce niveau-là. Et je pense que l'équipe de Suisse fait partie de celle qui est d'ailleurs suffisamment jeune aussi pour être développée et elle a toutes ses capacités justement pour pouvoir obtenir ce jeu plus puissant, peut-être mieux organisé. Enfin, en tout cas, moi j'ai le sentiment, même sur le visuel simplement, sans regarder simplement l'aspect tactique et puis regarder aussi les résultats, peut-être qu'effectivement il y a toujours 3, 4, 5 buts d'écart lorsque le match devient très sérieux. Mais par contre, les matchs sont plus disputés, les gardiennes adverses sont plus sollicitées et il y a du répondant aussi au niveau physique. Donc c'est là où je vois cette amélioration au niveau du hockey féminin. Voilà. Du hockey suisse D'accord. féminin. Je vous vois un petit peu narquois, puisque moi j'ai la vidéo, mais moi je ne sais pas ce que pense Laurent Perroton, mais moi je vois une progression quand même au fil des années. Bah, en fait, ce que je pense, c'est Il faudra voir par contre ce qui va se passer quand les leaders style Lara Stalder, c'est ça. style Alina Muller et compagnie ne seront plus là, C'est ce que je voulais parce vous qu'il n'y a dire. plus personne pour marquer des buts. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est le conflit générationnel, hein, c'est-à-dire que on va arriver des fois, t'as une grosse génération avec des leaders qui partent du vestiaire. C'est là la suite qui va être importante, mais c'est vrai que j'ai trouvé plus de puissance et plus de vitesse. Et je crois que ça va passer aussi par la qualité des entraîneurs dans le championnat. Et ça, il y a une grosse progression. Et puis il y a plus de public, il y a donc les sponsors, etc. Donc plus de moyens. Donc est-ce que après on va pas arriver à professionnaliser aussi chez les joueuses avec des temps adaptés pour s'entraîner plus, etc. Parce que la profonde différence entre le Canada, les États-Unis et le reste, c'est la professionnalisation, pardon, des joueuses et le temps effectué à l'entraînement par semaine. Et ça tu peux pas le rattraper si tu ne le fais pas. Hein. Ça, c'est ce que je veux dire. Il y a le talent, il y a la culture, mais si à un moment donné, la vérité, c'est le terrain. Et ça, on est en retard. Ouais. Ouais. Bon, on verra. Moi, de mon côté, Philippe, parce que vous me posez quand même la question, Non. moi, j'ai l'impression, pardon, j'ai l'impression que ce gap, il est toujours aussi grand, en fait. Si je prends les résultats déjà de ce championnat du monde-là, Canada a joué la République tchèque en match de poule, c'est 7-1. Le Canada a joué la Finlande, c'est 5-0.
Donc, moi, j'ai toujours l'impression que oui, peut-être qu'on travaille de mieux en mieux dans les autres pays, mais que le gap entre le Canada et les États-Unis est toujours trop grand. Et ça, ce gap-là, il faut réussir à le réduire. J'ai l'impression que dans le football féminin, si je fais une comparaison, il y avait à un moment donné, en effet, que les États-Unis qui étaient très forts. Et maintenant, il y a des pays européens qui sont rattrapés, qui ont rattrapé leur retard, pardon. Le Canada aussi, le Brésil aussi. J'ai pas le même sentiment, en fait, dans le hockey féminin. Ouais, simplement, je vous dirais que si on compare le hockey et le football, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, euh, le, 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 il y a moins de possibilités d'avoir de grosses surprises au niveau du hockey qu'au niveau du football, je pense. Sur un one shot, vous pouvez y arriver, mais sur le hockey, sur la longueur, il y a pas de miracle. Mais je pense par contre que cette équipe du Canada ou des États-Unis, qui ont les deux plus gros réservoirs de joueuses professionnelles de la planète, hein, sont des équipes qui aujourd'hui justement sont à leur niveau, ne font que se rencontrer entre elles, ce qui ne les forcément ne les fait pas forcément progresser justement, alors que derrière, eh bien, on voit arriver ces qualités qui manquaient jusqu'à présent. Et même si ça ne se voit pas dans les résultats, moi je ne regarde pas le 4-0, je ne regarde pas le 5-0, je vois ce qui se passe sur la glace et visuellement, j'ai l'impression que les matchs sont plus pas équilibrés, mais sont plus jouables pour les petites nations. Enfin voilà, c'est un sentiment. J'espère que ce sera en tout cas le cas pour l'équipe de Suisse qui, cette fois-ci, est-elle favorite contre la Suède? Les deux derniers matchs, l'équipe de Suisse a perdu contre les Suédoises. Par contre, elle les a quand même battues en février 2024. Donc, on va quand même se dire que Donc, là, le gap, donc on est d'accord, une victoire et tu finis 5e. voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et c'est important finalement aussi Ouais, pour ouais, les ouais. points, pour le classement mondial. Bon, messieurs, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir suivi. Encore quelque chose à dire, Laurent? Ben, vous Antonelli? savez, vous me connaissez. Oui, Non, juste dire que c'est cette nuit que commencent les playoffs de oui. Ligue des Champions, De- de NFL, pardon, ouais. avec Je voulais notamment en un parler demain super matin, Dallas mais oui. Colorado. Ouais. Pardon? Je voulais en parler demain matin, justement, Ah, parce qu'aujourd'hui sur d'accord, le site Planète Hockey, vous allez voir passablement de présentations c'est de ça. ces séries de la NHL. Mais effectivement, merci quand même de l'avoir précisé avec le coup d'envoi des séries éliminatoires cette nuit en National Hockey League. Messieurs, merci. Rendez-vous demain à 11 heures pour un nouveau journal du hockey. Et puis autrement, ben, vibrez tant que vous pouvez pour la rencontre de ce soir entre Lausanne et Zurich, un petit peu aussi pour l'équipe de Suisse face à l'équipe de France. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à Bye demain bye. 11 heures. Bye bye. Bye bye.